Bonsoir. Bonsoir Fabien Galtier, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Dans nos différentes éditions, il aura été question de cette vague de chaleur qui traverse actuellement le territoire ou de la dernière exposition au NMNM sur le célèbre photographe Helmut Newton. Nous avons aussi reçu Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France qui était à Monaco pour l'entraînement des Barbarians britanniques. Religion, éducation, festival de télévision auront aussi été évoqués. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. Qu'est-ce que la fête Dieu, tout simplement? C'est une fête qui semble connue, mais dont on ne connaît pas bien la signification. La fête Dieu, c'est une des appellations de cette fête. Le titre officiel, c'est la fête du corps et du sang du Christ. Donc c'est une fête de l'Eucharistie, qu'on appelle la fête Dieu, parce que c'est une fête qui a été très populaire et qui met en valeur un élément central de la foi catholique, qui est l'Eucharistie. La fête Dieu a une place tout à fait variable, puisque la date même de la fête n'est pas une date fixe. Elle dépend de Pâques et elle se situe après la Pentecôte, après l'Ascension, après la fête de la Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier. Et parmi les grands mystères qui sont le cœur de notre foi, il y a précisément la Sainte Trinité que nous avons fêtée dimanche et ce mystère de l'Eucharistie. Et il me semble que nous avons vraiment besoin du don de l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte pour comprendre ce que peut-être nos intelligences ont du mal à saisir. La présence du Christ sauveur dans un petit morceau de pain, ça semble complètement décalé. Et bien justement, avec ce que nous avons déjà célébré le jour de la Pentecôte, le jour de la Trinité, nous pouvons humblement et avec confiance croire que le Christ est parmi nous dans son Eucharistie. S'hydrater bien sûr, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 11h, 15h, 11h, 16h. Rester chez soi, fermer les volets et puis appeler les gens autour de soi pour qu'ils soient au courant que tout va bien. En cas de piqûre, l'idéal serait de retourner dans l'eau de mer pour frotter la zone qui a été touchée par la méduse avec de l'eau de mer. Pour les plus courageux, ou sinon rincer avec du vinaigre et ensuite appliquer une crème à base de cortisone ou de la lavande aspic, tout simplement. Et passer de l'eau sur la zone traitée. On a plusieurs missions qui est effectivement la protection de l'enfance dans sa globalité. Après, ça se décline en mission d'accueil d'urgence, en mission d'accueil d'enfants du territoire de Monaco et d'accueil de parents-enfants aussi et de jeunes majeurs. Donc ils sont tous placés sur ordonnance judiciaire. Donc c'est vraiment un travail de collaboration au profit des enfants et de leurs familles. On a toutes sortes de situations, ça peut effectivement des enfants avec des troubles psychiques, des enfants dont les problématiques familiales sont trop complexes pour rester à domicile, des conflits familiaux envers des adolescents, du rattrapage scolaire ou des choses comme ça où c'est un petit peu compliqué pour eux de rester en famille pendant un temps et nous on est là pour les prendre en charge à ce moment-là et pouvoir apaiser la situation entre les familles et l'enfant. L'encadrement, c'est 40 personnels à l'heure actuelle au sein du foyer avec non seulement les éducateurs spécialisés mais après tous les personnels du foyer font partie de la vie des enfants, alors à moindre mesure, mais voilà, il y a la comptable, l'attachée, la secrétaire, etc. Et tout le monde connaît les enfants, on essaye de proposer un maximum d'activités collectives qui réunit tout le monde. Et chacun arrive à proposer à son niveau des activités aux enfants, une prise en charge avec un relationnel particulier pour chacun. Les éducateurs sont entre 4 et 5 éducateurs par groupe et proposent à chacun à leur manière un relationnel différent en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'enfant en face de lui. Historique, c'est le fruit de très très longues années de travail et ça vient enfin récompenser tout ce qui a été mis en place depuis des années. Il y a 18 duels, on était 9 à 9 à la fin des 18 duels et il y a eu un duel en or un peu comme le but en or au football. Ça fait une quinzaine d'années que cette génération-là travaille ensemble. Ensuite, il y a des éléments qu'on rejoint en cours de route et ils se greffent plutôt bien au collectif qui est déjà en place. Et ensuite, c'est du travail, beaucoup d'heures d'entraînement et voilà, ça donne tout ce mélange, ça a donné ça.
faut expliquer que les Barbarians britanniques, c'est d'abord une équipe qui a été inventée en 1890, créée en 1890 par un Anglais du côté de Bradford pour occuper les intersaisons. C'est une équipe en fait qui est une équipe de tournée d'été et qui n'a pas de club, qui n'a pas de stade, qui n'a pas de clubhouse, qui n'a pas de vestiaire, qui est toujours en déplacement. L'objectif pour nous, c'est d'abord honorer cette invitation, prendre du plaisir parce qu'il y a toujours pas de pression. Les Barbarians, c'est assez fun et c'est assez symbolique. C'est très honorable pour nous et surtout ça nous prépare à la fin de saison. C'est-à-dire qu'après le match face aux Barbarians, avec les Barbarians britanniques face à l'Angleterre, lundi on rentre à Paris, on sélectionne 42 Français et on part au Japon pour jouer 2 test matchs à Tokyo, le 2 et le 9 juillet. Oui, Helmut Newton est considéré comme un des plus grands photographes de sa génération, à la fois dans le monde de la mode, mais aujourd'hui d'une manière plus générale, on réévalue son œuvre et on se rend compte que son importance en fait excède largement le simple domaine de la photographie de mode. On découvre aussi qu'Helmut Newton a vécu à Monaco pendant plusieurs années. Oui, pendant longtemps, de 81 à 2004 à sa mort. Durant ces années-là que l'œuvre d'Helmut Newton s'est développée, moi, de mon point de vue, est devenue la plus libre, la plus intéressante. Parce que Helmut Newton, quand il s'installe à Monaco, est une star. Il a déjà gagné beaucoup d'argent, il est célèbre. Et en fait, il a cette liberté que procure la célébrité et le talent qui lui permet d'imposer à ses commanditaires, qu'ils soient magazines, marques de luxe, ses propres idées. L'idée, c'était de ne pas refaire une exposition Newton qui ne présente que de la mode, mais bien de montrer d'autres facettes de son travail qui, de mon point de vue, évidemment, prolongent la mode, la complètent, mais sont d'un très grand intérêt et vont surprendre les gens. On est vraiment très satisfait de cette programmation. C'est un retour à la normale pour nous, avec une grosse participation des studios américains et internationaux, avec une très belle ouverture, avec une avant-première mondiale Last Light, et également dans la compétition, plus de 3 programmes à l'avant-première mondiale, 3 programmes aussi out of competition à l'avant-première mondiale, avec The Network et David Hasselhoff, et également toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites avec Jean Reno, et également donc un documentaire sur la préservation des océans. Le succès du festival de télévision, il est très simple. La première, c'est que il se déroule en principauté de Monaco, dans un pays je pourrais, indépendant, comme son festival. D'ailleurs, quand nous dépendons d'aucune chaîne de télévision, d'aucun studio, nous avons une totale indépendance. On a toujours été précurseurs, c'est-à-dire que nous avons été les premiers à ouvrir, notamment en 2018, avec un contenu émanant d'une plateforme digitale. On a accueilli les plus gros professionnels, Ted Turner, Jerry Bruckheimer, Dick Wolf et bien d'autres. Par le biais de la Nymphe de cristal, on a récompensé des acteurs et actrices internationaux tels que Michael Douglas, Hélène Mirren, Chicky Cario et bien d'autres. Et cette année, avec la création du prix du meilleur espoir, nous allons récompenser donc Théo Christine, qui est un jeune acteur très prometteur. C'est vraiment un plus que le Festival de télévision de Monte-Carlo apporte à tous ses fans. On arrive à mettre en place je crois que cette année, plus de 25 événements dédiés au public dans des conditions exceptionnelles. On arrive à faire cohabiter les stars et le public de façon unique en principauté de Monte-Carlo. Est-ce que ça va être la fête à Monaco cet été ? Oui, bien sûr, c'est le grand retour des animations estivales parce que nous avons eu 2 années un petit peu contraintes. Et donc voilà le retour des animations estivales sur plusieurs sites, effectivement, puisque le quai Albert Ier en priorité, puis le Square Gasto, les terrasses du Soleil, le port Hercule dans son entièreté, puisque les 2 feux d'artifice sont de retour également. Donc effectivement, c'est une grande fête qui va se dérouler en Monaco cet été. Et l'ensemble du programme estival de la mairie de Monaco est à retrouver sur son site internet. Voilà donc pour les meilleurs moments du JT de cette semaine. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Jordan Basset.
best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les expertes Sandrine Nègre et Christine Datomel qui vous feront revivre les temps forts de la journée au Festival de télévision de Monte-Carlo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Hey.